Parfois, lorsqu'on veut voir une ville, un paysage, on prend de la hauteur pour en voir les formes, parce qu'effectivement, cette distance, cette hauteur, elle permet de mettre de l'ordre dans le désordre. On le fait aussi parfois pour nos vies. Et la maladie grave, elle peut être cette occasion de prendre de la hauteur sur son existence, sur ce qui compte, sur ce qui est décisif ou ce qui au contraire est secondaire, y compris dans nos engagements professionnels. Et cette dimension-là, elle ne doit pas faire oublier, elle ne doit pas occulter que bien évidemment la maladie grave, et c'est le cas du cancer, avant d'être un point de vue sur son existence, elle est un enjeu d'existence qui fait l'expérience de l'effondrement. Une maladie, c'est pas qu'un fait biologique dont on me donnerait l'information. C'est un événement biographique. Ce fait, il vaut pour mon existence intime, mais il vaut aussi pour mes relations avec mon entourage et avec mon milieu professionnel. Bonjour, je m'appelle Marie. Mon histoire commence en 2019 où tout bascule. En effet, on m'annonce que j'ai un cancer du sein, dont concrètement 3 tumeurs qui se trouvent dans le sein gauche, dont une des tumeurs qui était déjà au stade 4, avec une urgence d'opération. Et à l'annonce de cette maladie, c'était comme si automatiquement j'étais propulsée sur un ring. J'étais chef d'entreprise et j'ai dû prioriser, j'ai dû capitaliser sur les forces que j'avais et arrêter toute activité professionnelle. La maladie entraîne non seulement une exclusion sociale, mais également une précarité financière. Il faut en parler à l'employeur, il y a un souci d'honnêteté. Et est-ce que tous les employeurs sont prêts à entendre et à tendre la main à quelqu'un qui a besoin de travailler, parce que travailler aussi, on garde les pieds dans la réalité. Il faut simplement accepter de se dire qu'on travaille autrement. On vit autrement. Ce n'est plus comme avant, avec la maladie. C'est une autre vie avec savoir évaluer ses forces et puis accepter aussi de se poser quand le corps nous dit stop. J'estime qu'en étant brisé par la maladie, on peut se relever, on peut en guérir et on peut apporter quelque chose à notre société. Lorsqu'on est au travail, en entreprise, parce qu'on est plusieurs, on met l'accent souvent sur le souci de coordonner. Chacun doit être à sa place et avoir une place. Mais on néglige la dimension du coopérer. Coopérer, c'est la dimension inventive du travail, dans lequel effectivement on mobilise les compétences de chacun pour pouvoir inventer en faisant avec la place, la compétence, la fragilité de chacun. Parmi ces activités de coopération, il y a la dimension des aidants au travail. Aider, contrairement à ce que dit la formule, n'est pas naturel quand on parle d'aidant naturel. Aider mobilise des compétences, celles d'une attention à la vulnérabilité, qui mobilise une dimension affective, émotionnelle, une disponibilité. Un des enjeux pour le travail, c'est précisément ça aussi. Comment aider les aidants. Mon fils a déclaré une leucémie à 17 ans et j'ai souhaité donc partager mon expérience et pouvoir aider ceux qui rencontrent actuellement ce parcours difficile. Le rôle d'aidant en entreprise est essentiel puisque quand on apprend qu'on est malade, on est projeté dans un monde totalement inconnu et on ne sait pas comment s'organiser, on n'a rien anticipé. Je pense qu'une personne qui est là pour vous accompagner est essentielle. Un aidant en fait est là aussi pour montrer aux salariés malades qu'il appartient toujours à l'entreprise, qu'il a un rôle à jouer et qu'il peut poursuivre son activité de façon réaménagée, mais pouvoir l'aider justement à voir ce qu'il peut faire et ce qu'il a envie de faire. Le travail est une thérapie pour une personne malade. On a besoin de préparer l'avenir, de construire quelque chose et de se sentir utile et toujours au sein de la société. Lorsqu'on revient au travail après la traversée d'une maladie grave, on dit qu'on est rétabli. Mais le rétablissement n'est pas un retour à un état initial comme s'il ne s'était rien passé. Il y a désormais une nouvelle allure de vie parce que finalement la maladie redéfinit une compréhension de soi et de ses relations avec les autres. Que faire de cet ébranlement qui, d'une certaine façon, donne effectivement une nouvelle allure? Au travail, c'est un vrai enjeu qui relève et qui révèle ce qu'on pourrait appeler la délicate essence du social au travail. Ne pas ignorer
la souffrance et la blessure, mais travailler avec. Un peu comme cet art des céramistes japonais qui ne cachent pas les blessures d'une céramique cassée, mais qui la réparent avec des fils d'or. L'année dernière, pensant avoir le Covid, je suis allé faire un contrôle et de là, on m'a découvert un cancer. Cancer du poumon. J'ai été opéré 15 jours plus tard, avec tous les soucis ou non-soucis qu'il y a eu. Et l'année dernière, au mois d'octobre, je me sentais fatigué, j'étais refaire un contrôle et on m'a redécouvert 3 autres cancers. Tumeur de cerveau, tumeur du rein et tumeur du poumon droit. Voilà. Qui ont été, par chance, soignés pour le moment. La première année, ça a été un peu moins compliqué parce que j'avais qu'un cancer du poumon. Mais la deuxième année, quand on m'a annoncé une tumeur du cerveau, là, j'ai vraiment une interdiction de conduire. Donc, plus de possibilité de conduire et plus faire aucun travail. Moi, j'ai de la chance d'être grand-père, d'être papa de 2 enfants et d'être grand-père. Et j'ai besoin de savoir où je vais pour mes enfants, qu'est-ce que je vais devenir. C'est la chose la plus importante. Et ce qui permet aussi de soigner votre maladie à côté, en essayant de faire le maximum d'abstraction par rapport à ces situations de famille ou le travail tous les jours qu'on aime faire. J'ai de la chance d'aimer mon métier. Lorsqu'on candidate à un emploi et qu'on est jeune, on construit son curriculum vitae, son CV comme on dit, pour dire son parcours, ses compétences. Mais il y a aussi dans un parcours de vie un curriculum caché. Toutes ces expériences non dites qui font pourtant nos vies, qui déploient des compétences, qui disent des bouleversements, qui sont aussi des manières en fait, de se rendre sensible dans son milieu professionnel. La maladie grave en fait partie. On ne la dit pas, on ne la met pas sur un CV, et pourtant elle le teinte silencieusement. Cette question, elle teinte aussi l'idée qu'on a du projet qu'on a pour soi. Comment oser imaginer un avenir, sachant l'épée de Damoclès de la maladie grave? Cette question, il faut apprendre aussi à l'entendre. Je suis Laura Fontaine, j'ai 32 ans. À l'âge de 4 ans, j'ai été diagnostiquée d'un premier cancer. J'ai eu une récidive à l'âge de 15 ans et suivie d'une seconde récidive à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui, du coup, je travaille en service de pédiatrie en tant qu'auxiliaire et aide-soignante. Voilà. Moi, j'ai jamais eu peur. Enfin, au collège, voilà, tout de suite, j'ai fait passer le message. Bon, bah, j'ai un cancer et puis vous étonnez pas si un jour j'arrive la boule à zéro en fait au collège, parce que bah, enfin, je veux pas porter une perruque parce que ça va me gratter la tête. Donc voilà, c'était naturel. Et parce que je sais qu'aujourd'hui, j'en parle totalement librement de la maladie parce que bah, pour moi, c'est tellement inné en fait. Enfin, c'est comme si j'étais née avec. Le cancer, c'est mon bébé. Enfin, bien sûr que ça n'a pas toujours été tout rose. Mais ça fait vraiment partie de moi, donc je sais que là, récidive ou pas, on ne sait pas, et puis voilà, je ne veux pas savoir l'avenir, mais j'en parlerai librement, en fait, je n'aurai pas peur de me cacher face à mes collègues, parce qu'après mes collègues aussi connaissent mon parcours. Enfin, moi, il m'a fallu 10 ans en fait, pour être amenée, même plus de 10 ans, pour être amenée à faire le métier que je veux faire. Et après, c'est comme dans la vie en général, c'est sûr qu'il y a les montagnes russes, que la vie, c'est pas une ligne tracée directe où non, il va y avoir forcément des petits obstacles ou des petites déviations de tout ça, mais au final, en fait, tout le monde peut y arriver, en fait. Il y a pas d'autre. Il y aura des coups de mou, il y aura ou des fois où on aura envie de tout balancer ou des choses comme ça, mais au final, en fait, tout est possible. Que le cancer, quand on a cette chance-là de s'en sortir, finalement, c'est qu'une parenthèse dans la vie, en fait. Et la vie, elle est à la fois courte, mais elle est très longue. Donc finalement, moi, à chaque fois, ça m'a pris 1 an de ma vie. Après, je dis pas, il y a forcément apprendre à vivre avec les séquelles, ou aujourd'hui, ça me pourrit encore la vie. Mais c'est pas pour autant que je vais broyer du noir, parce que j'ai mes deux jambes, j'ai ma vision. Je peux avancer, je peux mettre un pas devant l'autre et vivre encore plein de belles expériences, du coup. Donc j'ai réussi, quoi. Le mot patient est un mot trompeur, car il met l'accent sur la dimension de passivité, de subir, de non-compétence. Or, traverser la maladie, c'est aussi expérimenter et traverser des savoirs. Ces savoirs, ils peuvent être partagés et on les nomme aujourd'hui des savoirs expérientiels. Ils disent quelque chose de l'expérience universelle de l'humain blessé par la maladie grave. Cette dimension universelle, peut-on en faire une université? L'Université des patients Sorbonne est une université innovante qui s'adresse aux patients souhaitant transformer l'expérience de leur maladie
en expertise au travers de formations universitaires diplômantes. L'Université des patients m'a apporté la juste prise de distance avec ma maladie. Elle m'a permis aujourd'hui de prendre une maturité et une réflexion par rapport à mon expérience et à mon histoire et de pouvoir la mettre en récit, non plus de manière autobiographique, mais de manière pédagogique, constructive et participative. J'ai un double regard et qui en plus est croisé. Ça fait 15 ans que je suis dans les ressources humaines et durant ces 15 ans, je me suis retrouvée face à des situations de salariés tombant malades sur lesquels je n'avais pas forcément de réponse ou de bonnes solutions à apporter et surtout je me suis sentie par moments vraiment démunie. Et parallèlement à ça, j'ai vécu ma propre histoire de maladie dans ce système professionnel, de l'annonce à la reprise à l'emploi, une reprise qui a été difficile et qui s'est soldée par une rupture de contrat. Il faut parler de la maladie en entreprise, elle fait partie de la vie, donc par principe, elle fait aussi partie de la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, elle est trop encore gérée comme une donnée de risque qu'il faut endiguer. Et par cela, en fin de compte, c'est donner la parole à la fois au collaborateur, lui proposer de garder le lien social et donner la parole à l'ensemble des acteurs, managers, équipes, santé au travail. Et j'aimerais pouvoir mettre l'ensemble de ces acteurs autour d'une table physiquement. Alors, ce n'est pas toujours possible. Néanmoins, créer du lien circulaire, de la communication croisée, aujourd'hui, ça nous permet de trouver des points convergents qui nous amènent à des solutions adaptées pour chaque collaborateur. Ma phrase de vie, c'est « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». L'expérience du cancer au travail pour un manager est un défi. Parce que de cette façon, l'humain blessé par la maladie inquiète le souci de l'efficacité, de la compétence, de la rapidité, du contrôle en fait, qui domine nos modèles de management. Peut-on penser à un management par les valeurs qui fasse de l'expérience de la maladie aussi un savoir et qui fasse de l'expérience des relations de coopération à partir de cette expérience blessée un projet d'organisation et d'animation des entreprises? Est-ce que ce n'est pas là un défi qu'il s'agit de relever sans se tromper, sans vouloir exploiter? La question se pose. Romain Bria, directeur exécutif de la chaire Purposeful Leadership à HEC Paris. Cette chaire est à la fois un centre de recherche, d'enseignement et d'actions diverses menées avec toute une communauté sur les questions de sens au travail, de sens du travail et aussi sur cette belle notion de la raison d'être prise au sens personnel comme au sens collectif, typiquement au sein de l'entreprise. Nous voulons donc nourrir cette réflexion et cette quête de sens pour les étudiants qui entrent ici à HEC et jusqu'à leur entrée dans leur vie professionnelle. Ce que nous voulons faire avec les étudiants ici, c'est de leur faire entendre et de leur faire s'approprier une nouvelle musique qui rime plus avec vulnérabilité qu'avec toute puissance. Une musique qui, au fond, serait plus adaptée au monde d'aujourd'hui et de demain, dans un monde où les enjeux sociaux et environnementaux sont de plus en plus pressants et frappent à la porte de l'entreprise, dans un monde également où le niveau d'engagement des salariés n'a jamais été aussi bas. Cette question de la maladie, et en particulier du cancer, oblige tout d'abord à affirmer de manière absolue et ferme la dignité et l'égalité inaliénable de chacun, y compris évidemment dans l'espace de l'entreprise. Mais cette question nous oblige à aller encore plus loin et à réfléchir très concrètement aux manières dont les relations dans l'entreprise puissent incarner cette idée. Au fond, il s'agit, dans le champ de l'entreprise, de partir de cette base qui est que notre vulnérabilité à chacun est peut-être notre plus grande force. On aimerait sans doute que nos collaborateurs au travail soient invulnérables, parce que leur vulnérabilité fait peur. Ou plus précisément, elle fait peur à notre souci de maîtrise et de contrôle. Mais que se passe-t-il si l'on pense l'autonomie de nos collègues à partir de leur vulnérabilité et non pas sans elle? Si on fait de la vulnérabilité le point de départ de la relation. De cette façon, alors, si on ne la masque pas, elle devient aussi l'occasion de repenser nos manières de travailler ensemble, en faisant de celle-ci l'occasion de relations qui fondent aussi le lien et les collaborations de travail. Et on peut se poser cette question-là, est-ce imaginable de vouloir organiser le travail à partir de la vulnérabilité et non pas contre elle ?